Ma grand-mère a toujours espéré qu'il rentrerait. Perdre son enfant est sans doute l'épreuve la plus terrible qu'on puisse traverser. Ne pas savoir ce qui lui était arrivé lui a toujours laissé le secret espoir qu'il y avait eu une erreur. Il aurait eu 94 ans mardi dernier et il en avait 19 quand il est mort. Il est temps de l'honorer pour son sacrifice et de le laisser reposer en paix. Ma grand-mère l'a pleuré chaque jour jusqu'à sa mort. Et ça suffit. Nous devons célébrer son retour à la maison. À Pearl Harbor, sous l'eau, se trouve un tombeau sous-marin. C'est l'épave de l'USS Arizona. Le temps s'est arrêté pour ces 1177 hommes d'équipage au matin du jour marqué du saut de la famille. « 7 décembre 1941. Le jour se lève sur l'île d'Oahu à Hawaï. En ce dimanche ensoleillé, les fleurons de la flotte pacifique des États-Unis sont alignés dans l'allée des cuirassés. Pour l'Empire du Soleil Levant, c'est le moment idéal pour frapper. Les forces japonaises, filmées ici par elles-mêmes, avancent vers Hawaï depuis près de 2 semaines sans se faire remarquer ni rencontrer de résistance. Peu après 6 heures du matin, les porte-avions de la marine impériale lancent la première vague de l'attaque surprise. 183 chasseurs bombardiers et bombardiers torpilleurs. Le compte à rebours a commencé pour les navires américains ancrés à Pearl Harbor. Chaque camp a gardé des souvenirs très précis de ce jour-là, comme ces aviateurs japonais interviewés en 2006 pour le 65e anniversaire de l'attaque. À ce moment-là, on ne s'est pas dit « on va se payer ces salles américains ». Ce n'était pas du tout comme ça. Sur le coup, on n'avait pas l'impression d'aller à la guerre. Tout le monde était calme, comme si on allait à l'entraînement. C'était exactement la même sensation. Les Japonais arrivent par le nord d'Oahu et suivent le littoral montagneux. Les Américains n'opposent aucune défense. La plupart des soldats de l'allée des cuirassés ne voient rien venir. Ça nous a totalement pris au dépourvu. J'avais mon petit déjeuner devant moi quand l'appel au poste de combat a retenti. Je connaissais celui qui était de garde à ce moment-là. Et au son de sa voix, j'ai su qu'il ne plaisantait pas. Tout d'un coup, j'ai vu un avion presque à hauteur de mes yeux. Il arrivait sur moi. Au début, je n'ai pas réagi et puis j'ai dit « On dirait le soleil levant sur la carlingue. Qu'est-ce qu'un avion japonais fait là ?» La première vague déferle à 7h48. L'attaque est si inattendue que les images de celle-ci sont rares. Mais ces archives sont impressionnantes. L'allée des cuirassés est engloutie par la fumée noire. Les soutes à munitions du contre-torpilleur Shaw explosent. L'onde de choc d'une torpille fait chavirer le mouilleur de mine Oglala. Le cuirassé Nevada contre-attaque avec des tirs anti-aériens. Un chasseur japonais reprend de la hauteur. Certains avions ennemis sont équipés de caméras et d'appareils photo. Mais la plupart des images disparaîtront plus tard au cours des combats. Celles qui ont survécu donnent un aperçu de l'ampleur des dégâts. À droite de l'écran,
on voit les geysers créés par des torpilles qui viennent d'être larguées. L'explosion qui détruit l'Arizona n'est visible que sur ces images, tournées par un médecin militaire depuis un navire-hôpital. Le deuxième classe Donald Stratton a eu la chance d'en réchapper. On a reçu plusieurs bombes, et puis une très grosse, qui a traversé l'arrière tribord, jusqu'au soute à munitions, ce qui a fait exploser environ 500 000 tonnes de poudre. Une boule de feu a englouti tout l'avant du navire. À lui seul, l'USS Arizona représente près de la moitié des victimes de Pearl Harbor. Seuls 334 de ses quelques 1400 membres d'équipage survivent au brasier. Je revois tous ces marins qui sont morts presque instantanément. On parle d'environ 1 millier d'hommes qui ont disparu en une fraction de seconde. En quelques minutes, les grands cuirassés américains, les joyaux de la flotte pacifique, sont réduits à néant par l'élite de l'aéronautique navale japonaise. C'est impressionnant de voir à quelle rapidité les attaques ont eu lieu, avec un impact presque immédiat. Les torpilleurs japonais ont fait un carton sur l'allée des cuirassés, et en 15 minutes, ils ont anéanti la principale ligne de bataille de la flotte pacifique. La majorité des gens pensaient que les cuirassés étaient l'avenir de la bataille navale. C'était eux qui avaient fait la grandeur du Royaume-Uni et c'était eux qui devaient assurer celle des États-Unis. Avant la fin de la première vague, les États-Unis prennent conscience de la réalité. Ils sont maintenant en guerre contre le Japon. C'est le point culminant d'une décennie de tensions croissantes. Dans les années 1930, les Japonais ont peu à peu étendu leur emprise sur l'Asie. L'invasion de la Chine en 1937 a conduit à 4 années d'impasse, de menaces et de négociations vaines. Les États-Unis ont fini par lancer un ultimatum au Japon: quitter la Chine ou perdre les importations américaines de matières premières et notamment de pétrole. Pour le Japon, c'est une agression. L'Empire a besoin de pétrole et il vient des États-Unis à 80%. Pour rester une grande puissance, l'Empire doit trouver de nouvelles ressources. Il se tourne donc vers les Indes orientales hollandaises et convoite notamment Sumatra, Bornéo et Java. Avant Pearl Harbor, les Japonais n'avaient qu'une année de réserve de pétrole et ils devaient agir. Ils en avaient absolument besoin. Pour eux, le pétrole, c'était comme le lait pour un bébé. Le Japon sait que le prix à payer pour le pétrole sera la guerre contre les États-Unis, mais il est prêt à tout pour assurer son expansion, même s'il faut en arriver à une frappe préventive contre la seule force capable de l'arrêter en Asie, la flotte américaine du Pacifique basée à Hawaï. Début 1941, les plans de bataille pour l'attaque contre Pearl Harbor sont mis au point par l'amiral Isoroku Yamamoto. Ils reposent en grande partie sur une nouvelle arme, l'aviation navale. Étonnamment, la flotte américaine n'est pas du tout préparée à une attaque aérienne depuis des porte-avions. Ces images montrent des exercices navals menés en 1921. On sait donc que 20 ans avant Pearl Harbor, la Navy savait déjà qu'un seul avion pouvait couler un navire de ligne. Ces cuirassés étaient grands comme des immeubles de 9 étages. Ils avaient des canons de 35 cm de diamètre avec une portée de 30 km. Mais comme ils étaient majestueux et imposants, on les croyait presque invincibles et immortels, alors que c'était loin d'être le cas. À l'époque, les cuirassés étaient ce qui se faisait de mieux. On s'attendait à ce que ce soit eux qui remportent la victoire. Tous les militaires voulaient servir sur un cuirassé. Tout le monde suppose qu'une attaque contre l'archipel hawaïen prendrait la forme d'une bataille navale classique. C'est un cas de figure favorable à la flotte pacifique avec ses cuirassés. Après tout, le Japon est à environ 6000 km d'Hawaï et une force de frappe ne pourrait pas traverser l'océan sans se faire repérer. C'est l'une des idées fausses qui explique la catastrophe.
Ce n'était pas juste une attaque contre la flotte pacifique ou contre la base de Pearl Harbor. Et c'est ce qu'on oublie souvent quand on repense au déroulement de cet événement. Toute l'île d'Oahu a été visée. Toutes les principales pistes d'aviation ont été frappées presque simultanément pour que les Américains ne puissent faire décoller aucun avion pour détourner ou contrer l'attaque sur Pearl Harbor. Wheeler Field, la principale base de chasseurs de l'île, est touchée en premier. La plupart des avions américains sont à découvert, directement en ligne de mire. Ils sont méthodiquement détruits, rangée après rangée, avant que l'alarme ne puisse être donnée. En 15 minutes, la puissance aérienne américaine à Hawaï part en fumée. Une fois Wheeler Field neutralisé, les Japonais cherchent tous les grands navires ennemis. Heureusement pour les États-Unis, leurs porte-avions sont tous en mer ce matin-là. Le plus proche, l'USS Enterprise, est à environ 300 km à l'ouest. Les cibles faciles sont nombreuses dans le port, avec notamment 8 cuirassés, 6 croiseurs et 29 contre-torpilleurs. Cette photo prise par les Japonais montre l'allée des cuirassés quelques secondes après le début de l'attaque. Sur celle-ci, on voit le panache de l'explosion des premières torpilles. Les avions ennemis volent à très basse altitude, parfois à seulement 35 mètres. Je voyais le pilote, le copilote et le radio en train de rire pendant qu'ils nous arrosaient avec des balles de calibre 50. Sur ce film, on voit l'allée des cuirassés avec l'Arizona, le West Virginia et le Tennessee en flammes. Alors que les avions japonais finissent leur premier survol du port, Pearl Harbor a basculé dans l'enfer. Les réservoirs des navires sont fracturés et le pétrole se répand. Les soutes à munitions explosent et c'est toute la mer qui s'embrase. J'ai vu un morceau de métal gros comme une locomotive monter en tournoyant dans les airs. Quand il a commencé à redescendre, on était cerné par la fumée. On ne voyait plus rien. L'Arizona enregistre les plus lourdes pertes. Mais ce n'est qu'un début. Les Japonais ont envoyé 160 autres avions en direction d'Hawaï. La deuxième vague laissera les forces américaines au bord de l'anéantissement total. Les pertes humaines à bord de l'USS Arizona représentent presque la moitié des morts de l'attaque de Pearl Harbor. En moins de 11 minutes, l'invincible cuirassé s'est changé en piège mortel. L'avion montré sur cette photo japonaise fait partie du groupe de bombardiers qui a coulé l'Arizona. Les bombes ne sont plus accrochées dans les racks, signe qu'elles ont été larguées. En contrebas, un épais nuage de fumée cache les dégâts causés à l'allée des cuirassés. C'était le chaos. On était en état de choc. C'était la confusion. On se demandait ce qui se passait. On ne comprenait rien. Il n'y avait plus que du métal chauffé à vif. Ça a été une journée vraiment horrible. Je n'étais pas sûr de survivre jusqu'au soir. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. L'élément de surprise ne joue plus. Le ciel est envahi par une épaisse fumée noire. Les services d'urgence sont dépassés par le nombre de blessés. J'ai été grièvement brûlé aux deux jambes, aux bras et au visage. J'ai perdu mes cheveux et quelques tatouages. Je ne recommande pas cette méthode pour effacer les tatouages. Les plus chanceux n'ont que des brûlures légères ou des blessures dues aux éclats d'obus. Beaucoup sont victimes des incendies provoqués par le pétrole qui s'échappe des navires ou des avions. Ce qui m'est resté en mémoire, c'est tout le pétrole répandu en surface de l'eau et en feu, avec plein de gens au milieu. Dès qu'on est arrivé sur la place, une ambulance nous a récupérés pour nous emmener au dispensaire. On nous a donné un nouvel uniforme et en moins de 5 minutes, il s'est retrouvé trempé de pétrole. Les pilotes japonais savent qu'ils ont la supériorité dans les airs.
À 8h50, 62 minutes après l'attaque initiale, une deuxième vague de 167 nouveaux avions de guerre japonais survole l'île d'Oahu. Ce Kanko fait partie de l'escadrille de 54 chasseurs-bombardiers qui participent au deuxième assaut. En dessous, on voit une partie du terrain d'aviation d'Ickham Field. Cette photo a été prise par le sergent de la force de reconnaissance Embry. Elle montre le crash d'un avion pendant que 2 bombardiers japonais tournoient dans le ciel. Quelques instants plus tard, ces avions ennemis tenteront de descendre l'appareil d'Embry. Pourtant, les combats aériens sont secondaires. Couler la flotte pacifique reste l'objectif principal des Japonais. Le ciel était dégagé, il n'y avait pas beaucoup de nuages et on voyait bien les gros navires. Je savais que c'était nos cibles. Je savais que c'était ce qu'il fallait toucher. Alors j'ai alerté les 8 autres pour les prévenir. Endommagé par une torpille, l'USS Nevada réussit à s'éloigner de l'allée des cuirassés pour se diriger vers le large. Pourtant, les bombardiers japonais réagissent rapidement et le touchent à 6 reprises. Craignant que cette course-poursuite se termine par la rencontre avec un navire ennemi, l'USS Nevada s'échoue volontairement à Hospital Point. Les avions nous ont mitraillés. Un des avions japonais nous a visés dans l'eau, mais sans nous toucher. Le chaos provoqué par l'ennemi est encore aggravé par la riposte américaine qui fait des dégâts dans son propre camp. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Et en réalité, beaucoup de morts sont dus aux Américains eux-mêmes. Il est vrai que beaucoup de gens et d'endroits ont été détruits. Mais on n'a jamais eu l'ordre de viser délibérément des cibles civiles. Dans la panique, plusieurs avions américains confondus avec des ennemis essuient des tirs antiaériens. De nombreux civils sont aussi touchés par erreur. À ce jour, beaucoup de ceux qu'on appelle les survivants silencieux, dans la population civile, pensent avoir été bombardés par les Japonais, alors que les bombes larguées sur eux étaient des tirs amis. 49 civils sont morts au cours de l'attaque, et environ 85% ont été tués par des Américains. Malgré les lourdes pertes subies par les Américains, les Japonais n'ont pas atteint leur objectif suprême, détruire les porte-avions. Ce jour-là, ils sont en mission pour réarmer l'atoll de Wake et d'autres territoires américains. Le Lexington, l'Enterprise et le 3e porte-avions n'étaient pas sur place et on ne s'y attendait pas. Les pertes japonaises sont minimes. 29 avions, 5 sous-marins de poche et environ 64 hommes. Du côté américain, il y a environ 2400 morts et il ne reste plus grand-chose de la principale ligne de bataille dans le Pacifique. Quand la deuxième vague rentre sur ces porte-avions, les pilotes japonais réclament un 3e assaut pour finir ce qu'ils ont commencé. Pourtant, l'amiral Nagumo doit penser à protéger sa propre flotte. Il sait que les porte-avions américains sont déployés et pourraient être redoutables. Ce jour-là, je n'ai eu aucun mal à voir que les Japonais avaient atteint leur objectif. Pour eux, ça avait été une bonne journée. Ils sont venus, ils nous ont rétamés, et puis ils sont rentrés chez eux. Le Kido Butai, ou première flotte aérienne, repart en direction du Japon à 13 h le 7 décembre. L'attaque surprise sur Pearl Harbor est une éclatante victoire militaire. Pourtant, ce n'est pas le coup de grâce espéré par l'Empire du Soleil Levant. Oahu est en ruine, mais les cibles stratégiques, les cales sèches et les réservoirs de pétrole sont intacts. C'est partiellement un échec parce qu'ils ont visé les mauvaises cibles.
Ils n'avaient pas besoin de couler les navires. Il leur suffisait de frapper les hangars où on les réparait. Ça nous aurait handicapés pour la bataille de Midway plus tard, quand on a remis le Yorktown en état de marche et qu'il nous a sauvé la mise là-bas. Il fallait aussi viser le pétrole, c'était la clé. Cette erreur stratégique, plus que toute autre, permet aux États-Unis de se réarmer, se réorganiser et riposter bien plus tôt que le Japon ne l'avait anticipé. Les Japonais ont aussi sous-estimé l'impact de l'attaque sur le peuple américain, ce qui sera essentiel pour la suite. Dans un premier temps, juste après Pearl Harbor, le Japon savoure sa victoire. Elle est indéniable, vu l'étendue des dégâts. La flotte pacifique a été décimée. Les pertes humaines sont estimées à 2400 hommes. 188 avions ont été détruits. 21 navires coulés ou endommagés, dont 8 cuirassés. Ça a été un carnage. C'est la vision que j'en ai gardée. L'Oklahoma ressemblait à une grosse baleine flottant sur le dos. Ce dont je me souviens, que j'ai été bien occupé, croyez-moi. Je me suis affairé à ramasser les blessés et les membres déchiquetés. Alors que les Américains découvrent la réalité de la guerre sur leur territoire, les Japonais poursuivent leur conquête de l'Asie. Quelques heures après le raid aérien, les forces impériales donnent l'assaut aux Philippines, à Hong Kong, à Shanghai, en Malaisie britannique, à Singapour, Guam, Wake et Midway. Ils ont enchaîné les victoires, non seulement contre les Américains, mais aussi contre les Britanniques et les Hollandais. On a assisté à l'effondrement total de l'Extrême-Orient. À Pearl Harbor, l'incendie fait rage pendant plusieurs jours sur l'allée des Cuirassés. J'ai ouvert le tiroir de mon casier et tout était carbonisé à l'intérieur. Toutes mes photos et tous mes négatifs avaient fondu. Il y avait des bateaux qui s'approchaient pour aider les rescapés. Et il y avait des cadavres partout. C'était horrible. Ça a été une journée de mort et de destruction. C'est surtout le cas sur l'Arizona. Sur ces images, on voit le navire à moitié sous l'eau avant l'opération de sauvetage. La plupart des hommes d'équipage sont morts et beaucoup sont encore prisonniers sous le pont. Sterling Cale fait partie de ceux qui sont envoyés chercher les corps de leurs camarades. Il y avait encore beaucoup d'hommes à bord. Et l'explosion avait déchiqueté les corps. Ils avaient perdu la tête, un bras ou une jambe. Il fallait tout mettre dans un sac et envoyer la dépouille pour les obsèques. On a passé 6 semaines sur l'Arizona à récupérer les corps. Et pendant toute cette période, on n'en a trouvé que 107 qu'on a pu identifier, plus quelques corps qui sont restés anonymes. Il faudra des décennies avant que certaines dépouilles ne soient rendues aux familles. Pendant que la marine américaine tente de se remettre du traumatisme, le Japon nargue l'ennemi et présente les États-Unis comme les agresseurs. La plupart des films et des photos rapportés par les pilotes japonais sur leurs porte-avions ont disparu 6 mois plus tard, pendant la bataille de Midway. Certaines images sont pourtant envoyées directement sur l'archipel et largement diffusées. Cette campagne de propagande donne la version nippone des événements. Sur ces actualités, la population japonaise apprend que la grande victoire à Hawaï a été remportée contre la menace américaine. L'heure est venue. L'ordre de mission est donné. Ils prennent d'assaut Pearl Harbor. L'attaque surprise est un succès. Très rapidement, les forces japonaises renversent le cours de la bataille. Banzai, soldats de l'Empire. Pour les Américains, l'attaque est un tournant décisif. Peu importe le temps qu'il faudra, nous surmonterons cette invasion préméditée du sol américain. Le président Roosevelt renonce à l'isolationnisme pour unir le peuple derrière un seul mot d'ordre: venger cette attaque injustifiée. Jusqu'à la victoire absolue.
Tout le pays a été scandalisé et les Japonais sont devenus les ennemis jurés des Américains. Ça promettait d'être une guerre sans merci. Et ce conflit acharné allait se jouer au cours de toutes les batailles du Pacifique, avec Iwo Jima comme point d'orgue. L'Amérique entre en guerre et la propagande officielle attise la haine des Américains contre les Japonais qui le leur rendent bien. Alors, comme ça, vous êtes l'ennemi. Vous ne connaissez pas les Japonais. Vous le croyez. Mais vous avez tort. Laissez-moi vous montrer à quel point. Dans chaque camp, des campagnes brandissent tous les stéréotypes racistes pour monter les peuples les uns contre les autres. Les Américains ne savaient pas qui étaient les Japonais. La vision qu'ils en avaient venait du National Geographic. Pour eux, c'était un peuple de sumo, quelque part dans le Pacifique. Tout ce qui était fabriqué au Japon tombait en panne tout de suite. D'ailleurs, c'était la réalité. Leurs produits étaient de mauvaise qualité. Ils étaient médiocres. Et c'était de la contrefaçon. Les Japonais ne savaient pas piloter les avions. Ils avaient des petits yeux bridés qui ne voyaient rien. Ils avaient été portés sur le dos de leur mère quand ils étaient bébés. Ils n'avaient pas le sens de l'équilibre. Et comme ils étaient tout petits, c'étaient des incapables, surtout face aux puissants Américains. Souvenons-nous de Pearl Harbor devient le cri de ralliement des États-Unis contre l'empire du soleil levant. Les médias se repaissent des images de l'attaque. Comme elle manque de précision, c'est un atout pour la campagne de relations publiques lancée par le département de la guerre qui peut réécrire l'histoire à sa guise. Les Américains ont produit un film intitulé « Le 7 décembre », tourné par John Ford. Il était terriblement mauvais. C'était de la pure propagande. Le héros était censé incarner Oncle Sam. Il avait un costume aux couleurs du drapeau américain et il fulminait contre ces fourbes de Japonais. Aujourd'hui, on dirait que c'est du politiquement incorrect. Quand vous regardez le film, vous voyez les cadavres flottant dans l'eau. Si on avait eu des caméras à Pearl Harbor, on aurait pu filmer tout ça. Mais ces images sont fausses. John Ford est arrivé 3 ou 4 jours plus tard pour tourner. Il montre des corps dans l'eau, mais en réalité, ce sont des mannequins. Les Japonais ne sont pas en reste. Leurs films prennent aussi des libertés avec la réalité. Ici, on voit des techniciens de plateau marcher au milieu d'un décor reproduisant l'allée des cuirassés en modèle réduit. Les Japonais ont un film appelé « La Grande Guerre du Pacifique ». Ils y montrent les porte-avions avec des personnages comme Genda le planificateur ou Fujita celui qui lance Tora Tora Tora. On les voit prier dans un temple, avec aussi la préparation et l'entraînement. Les Japonais eux-mêmes ne savaient pas comment gérer leur victoire et le fait qu'ils avaient atteint leurs objectifs très facilement. Ce qui a provoqué ce que l'amiral Yamamoto a qualifié de maladie de la victoire et qui sera désastreux quand ils arriveront à la bataille de Midway 6 mois plus tard. Le cerveau de l'attaque, l'amiral Isoroku Yamamoto, redoute les conséquences ultimes de ce succès militaire. Il s'est déjà rendu aux États-Unis et il a compris que l'industrie américaine avait des capacités de production de masse contre lesquelles le Japon ne pouvait pas lutter. Quand ce potentiel sera tourné vers l'effort de guerre, il sait que les Américains auront une force de frappe bien supérieure à celle de l'Empire. Les Japonais ont totalement sous-estimé les États-Unis. Ils pensaient qu'on allait capituler au bout de 6 mois. L'image qu'ils avaient des Américains était celle de gangsters à cause des films de James Cagney ou de George Raft, ou ceux sur John Dillinger dans les années 1930. La méfiance et les préjugés sont des deux côtés. Au nom de la sécurité nationale, les Américains d'origine japonaise sont victimes d'un traitement antidémocratique. Plus de 100 000 d'entre eux sont internés de force dans des camps, principalement sur la côte ouest. Inévitablement, des questions se posent après l'attaque. On se demande comment elle a pu arriver, qui en est responsable, et si on aurait pu s'en prémunir. Les Japonais avaient de meilleurs avions,
de meilleures munitions, de meilleures torpilles, de meilleurs pilotes au début. Mais une fois la guerre déclarée, la machine américaine s'est mise en branle. Tout le pays s'est mobilisé et tout le monde s'est engagé dans la bataille. Mais au début de la guerre, ce n'était pas le cas. Et on ne veut pas l'admettre. C'est ce qui m'énerve. Sans qu'ils en aient conscience, les Japonais viennent de vivre leur heure de gloire avec l'attaque de Pearl Harbor. Pour les États-Unis, cette défaite est un événement d'une ampleur sans précédent. 2 heures ont suffi à changer le cours de l'histoire du pays. Les cicatrices de ce 7 décembre 1941 ne sont toujours pas refermées. La plus douloureuse est sans doute la certitude que le drame aurait pu être évité. Le raid de l'aviation japonaise sur Hawaï aurait pu être détecté à plusieurs reprises avant qu'il ne soit trop tard. Les rumeurs d'une invasion imminente circulaient déjà quelques mois plus tôt, alors que l'attaque était à peine en préparation. 7 mois plus tôt, avant un cocktail, l'ambassadeur du Pérou avait dit à son homologue américain « J'ai entendu dire que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor. » D'où vous tenez cette information? C'est un cuisinier qui me l'a dit. Ensuite, notre ambassadeur a fait remonter ça au secrétaire d'État Cordell Hull. Il en a discuté avec son équipe qui a conclu « ça ne tient pas, impossible, aucune chance ». L'une des erreurs les plus graves survient seulement 1 heure avant l'arrivée des avions sur Oahu. L'armée américaine utilise depuis peu une nouvelle technologie militaire, le radar. À l'époque, c'est une invention récente et révolutionnaire. En réfléchissant les ondes radio sur un objet comme un avion, il est possible de mesurer à quelle distance il se trouve, à quelle vitesse il se déplace et dans quelle direction. En 1941, le radar est toujours une arme top secrète. À 7h02, un opérateur stagiaire dans la nouvelle station d'Opana Point, sur les hauteurs d'Oahu, capte un signal si important qu'au début, on pense que le matériel ne fonctionne pas correctement. Cette reproduction de l'écran radar a été réalisée par l'un des hommes en poste ce matin-là. Le pic sur la droite montre l'apparition des avions japonais sur l'oscilloscope. Il y a eu beaucoup d'interprétations sur ce que l'opérateur avait vraiment vu. Mais s'il avait eu suffisamment d'expérience, il aurait été capable de détecter le danger et il aurait compris ce que c'était. Il n'avait jamais vu de pic aussi haut que celui sur leur écran. La marine s'était entraînée avec du matériel militaire, mais elle n'avait jamais utilisé un si grand nombre d'avions. En réalité, le radar fonctionne parfaitement. Une escadrille d'avions ennemis est bien à une centaine de kilomètres des côtes hawaïennes. Les opérateurs d'Opana Point transmettent leurs observations au centre des communications de Fort Shafter. Pourtant, les responsables de la surveillance du ciel prennent leur petit déjeuner et l'officier de garde est nouveau. Ils pensent que l'escadron repéré sur l'écran est composé de bombardiers B-17 américains. Il répond au vigie d'Opana Point de ne pas s'inquiéter. Cette erreur de jugement aura des conséquences désastreuses. Les États-Unis auraient pu avoir 40 minutes pour se préparer. Pourtant, même si l'alerte avait été donnée, il n'existait pas de procédure officielle pour coordonner les avions de chasse de l'armée de l'air et les défenses de la marine. Et les cuirassés n'étaient pas de taille à lutter contre autant d'avions japonais. Aurait-on pu épargner des vies? La réponse est oui, mais les navires n'auraient sans doute pas pu être sauvés. On avait le major général Martin à la tête de l'Air Force et l'amiral Bellinger à la tête de la Navy. Cette fois-là, ils avaient coopéré. Ils avaient rédigé le rapport Martin-Bellinger. Ils expliquaient que les Japonais allaient attaquer, qu'ils arriveraient par l'ouest et que ce serait un dimanche matin avec des bombardiers torpilleurs. Ils avaient presque tout prédit. Aujourd'hui, les traces de ce jour de décembre sont encore visibles sur toute l'île. Les cratères sur le tarmac de Wheeler-Field, la première cible des Japonais, ont été colmatés. Sur cette photo, on voit le terrain d'aviation juste après l'attaque. Ces hangars sont ceux de l'époque, et aujourd'hui,
ils abritent certaines des armes aériennes les plus sophistiquées de l'armée américaine. Les bâtiments cachent aussi des secrets plus anciens. Ces impacts de balles ont été laissés par les bombardiers japonais. Les mitrailleuses et les canons 20 mm ont transpercé le métal et pulvérisé le béton. À une dizaine de kilomètres se trouvent les baraquements d'E-Camp Field, où sont logés de nombreux pilotes. Le 7 décembre 1941, le bilan a été très lourd. 187 hommes, dont 5 civils, sont morts. Depuis, il y a eu des réparations, mais il reste des centaines de traces des bombardements et des mitraillages. Une plaque rend hommage aux victimes et à ce jour où les États-Unis ont été attaqués par surprise. Certains vestiges du raid aérien sont rarement dévoilés au grand public. Ce ponton de 10 mètres, entreposé à E-Camp Field, a été utilisé pour les opérations de sauvetage. Sur ces images, on en voit un autre en action. On l'a rempli d'eau pour l'immerger et le fixer à une épave, avant d'y injecter de l'air pour le remonter en soulevant le navire coulé. Il y a aussi le mémorial de l'USS Utah, un ancien cuirassé reconverti en navire cible pour les entraînements d'artillerie. 58 membres d'équipage y sont morts et la plupart sont toujours prisonniers de la coque. Le navire est sur Ford Island, en face de l'allée des cuirassés. L'Utah possédait le dernier cri des armes antiaériennes, mais il n'était pas de taille à riposter. Comme le mémorial est situé sur une base navale active, il n'est pas ouvert au grand public. On retrouve de temps en temps des épaves dans le chenal et le port pendant des travaux d'entretien. Dans les vieux hangars des hydravions, site de cette photo prise pendant le raid, on voit un morceau de grand mât de 14 mètres. C'est tout ce qu'il reste de l'USS Oklahoma. C'est le plus grand vestige tangible de l'USS Oklahoma. Quand le navire a chaviré, toute la superstructure s'est enfoncée dans la vase. La preuve de l'immense pression exercée sur elle, c'est ce grand mât qui a été plié et fissuré. À l'origine, la cloche était accrochée à l'armature qui descend sur le côté du mât. Ces fantômes de Pearl Harbor continuent à défier le temps. Et à 8000 km d'Hawaï, un marin rentre enfin au bercail. Des 429 hommes morts sur le cuirassé USS Oklahoma, seuls 35 ont été identifiés les années suivantes. Les autres ont été inhumés dans des sépultures anonymes. Pourtant, près de 75 ans plus tard, l'un de ces soldats inconnus a enfin un nom. Comme mon frère est l'aîné, c'est lui qui a reçu le coup de fil. Il m'a appelé et il n'arrivait pas à parler. Rien ne sortait. J'ai su que c'était grave et j'ai pensé que quelqu'un était mort. J'ai dit « Vas-y, parle !» Et il a dit « Oncle Ed a été identifié ». Il n'y a pas de prescription pour un enterrement avec les honneurs militaires. Le pétrole qui a recouvert Pearl Harbor après le raid a joué un rôle crucial dans le travail des enquêteurs. Le combustible a agi comme un conservateur de l'ADN sur les squelettes. Et on a pu obtenir du matériel génétique de très bonne qualité sur les ossements, ce qui a été un grand avantage pour nous.
Si on a de bons prélèvements génétiques familiaux, on pourra identifier avec succès tous les restes humains inconnus qu'on a récupérés. Les gens nous demandent souvent si le concept du soldat inconnu appartient au passé. La réponse est oui. Je crois que c'est important de savoir qui est un individu, de le ramener chez lui et de lui donner un nom. C'est l'un de mes impératifs moraux et éthiques. Personne ne devrait être enterré anonymement. Le 15 octobre 2016, Faye Hopkins Bor a enfin pu organiser les obsèques de son oncle dans sa ville natale. Ma grand-mère a toujours espéré qu'il rentrerait. Perdre son enfant est sans doute l'épreuve la plus terrible qu'on puisse traverser. Ne pas savoir ce qui lui était arrivé lui a toujours laissé le secret espoir qu'il y avait eu une erreur. Mes grands-parents avaient fait graver son nom sur leur pierre tombale, avec les dates de sa naissance et de sa mort. Donc je sais qu'il rentre chez lui. Son nom est écrit là. Que le Seigneur le bénisse et le protège. Que le Seigneur fasse briller son visage sur lui et l'accueille dans sa grâce. Que le Seigneur se tourne vers lui et lui apporte la paix. Le passé n'est pas mort. Et le monde a changé depuis ce 7 décembre 1941. Mais pour beaucoup, Pearl Harbor n'est pas si loin. Le GI de base en poste à Pearl Harbor n'a rien pardonné. Pour lui, c'est impardonnable. On ne peut pas pardonner la mort de ses camarades. Même si certains parviennent à pardonner, pour tous, impossible d'oublier. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. On y a tous laissé quelque chose. Certains y ont tout laissé. Moi, je fais partie des chanceux. Des anciens de Pearl Harbor prévoient même d'y retourner une dernière fois. Je vais être incinéré et j'ai tout organisé pour qu'on m'emmène à Hawaï et Pearl Harbor pour que mes cendres soient dispersées à la proue de l'USS Utah. J'en parle souvent et ça me fait rire. C'est vrai que c'est drôle. Quand je vais au mémorial de l'USS Arizona et que je vois tous les noms sur le mur, je reste là 1 minute ou 2 et je dis « Les gars, un de ces jours, vous verrez arriver ma sale caboche. » Le dernier chapitre de l'histoire d'Edwin est son retour à Keene. Nous essayons de l'organiser depuis 2008. Il est temps d'honorer sa mémoire et de célébrer son retour à l'endroit qu'il aimait, sa ville natale. Les fantômes de Pearl Harbor continueront longtemps à hanter la mémoire des Américains. Des centaines de soldats inconnus doivent encore être identifiés et rendus à leurs familles ces prochaines années. Tant qu'ils ne reposeront pas tous en paix, le passé restera une blessure ouverte. Je voudrais juste dire, oncle Eddie, tu t'es battu avec bravoure. Je te souhaite des mers calmes et de douces brises. Mais surtout, bienvenue chez toi, oncle Ed. Bienvenue chez toi.